Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurent en studio avec cette émission radiophonique et vidéo sur nos plateformes. Choc FM est diffusé, vous le savez, sur chocfm.ca et sur YouTube. Entre autres choses, nos francophones ont du talent, c'est le nom de cette émission qui vous propose de mieux connaître les personnalités individuelles, les organismes également francophones de notre province, mettre un visage derrière un nom et qui œuvrent au quotidien à faire briller la francophonie en milieu minoritaire. C'est aussi le but de Choc FM, évidemment. Aujourd'hui, notre invité a un rôle central dans cette francophonie torontoise vibrante. C'est aussi un parcours personnel riche et atypique que j'ai envie de vous faire découvrir, qui va, j'en suis sûr, vous inspirer. J'ai le plaisir de recevoir en studio Monsieur Tudor Alexis, consul général de France à Toronto. Bonjour Monsieur Alexis. Bonjour Guillaume, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission dont je salue l'initiative. Merci de vous prêter au jeu du portrait qui revient sur votre parcours, comme je le disais. On va essayer de revenir en arrière dans votre vie et dans vos multiples voyages, essayer de tirer des conclusions, des expériences que vous avez eues et peut-être des observations en particulier en matière de francophonie, évidemment, pour co-animer l'émission et m'aider avec la technique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nathalie Salmeron. Ça va, Nathalie? Salut Guillaume, bonjour Monsieur le Consul. Ça va très bien, merci. Nathalie va peut-être interviewer aussi le consul avec quelques questions pertinentes tout à l'heure. J'espère qu'on aura l'occasion de parler un petit peu de vos goûts aussi personnels. Nathalie s'occupe de la programmation musicale. Je suis sûr que vous aurez peut-être on ne va pas faire un questionnaire à la Bernard Pivot, mais on va essayer quand même de vous connaître un petit peu plus intimement, Monsieur le Consul. Vous êtes, je le disais, vous avez un parcours pour le moins atypique, international, au service du français, de la francophonie. Vous êtes natif de Pondichéry en Inde et vous êtes arrivé en France, si je ne m'abuse, en 1991. Est-ce que vous voulez m'expliquer d'où vous vient ce goût du français et on le sait, peut-être que certains de nos auditeurs s'en rappellent, Pondichéry était une ancienne colonie française jusqu'en 1954. Est-ce que vous avez étudié en français? Vous parlez le français depuis votre naissance? Est-ce que c'est votre langue maternelle? Non, je ne suis pas francophone de naissance, je suis francophone par adoption et par amour. Moi, mes langues maternelles, en fait, j'en ai quasiment trois, je dirais, parce que c'est le tamoul qui est la langue de mon père, le malayalam, la langue de ma mère, et ensuite l'anglais qui était la langue d'instruction. Le français, j'ai commencé à apprendre vers l'âge de 13-15 ans, et de manière formelle à l'Alliance française de Pondichéry, quand j'avais justement durant mon adolescence. L'Alliance française de Pondichéry, mais j'imagine que à Pondichéry, cette empreinte française s'est depuis bien longtemps estompée. Est-ce qu'il y a quand même encore des traces de la présence française? Il y a encore une trace parce que nous avons une communauté franco-pondichérienne sur place. Et le consulat à Pondichéry, là où j'ai obtenu mon certificat de nationalité à l'âge de 18 ans, est toujours en fonction. Elle couvre tout le territoire autour de la grande ville de Chennai. Mais surtout, pendant mon enfance, il y avait une francophonie encore plus vivante qu'elle l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde dans la rue savait dire bonjour, au revoir, salut, etc., monsieur, madame. Et c'était là mes premiers frottements avec notre belle langue française. D'où est née ma curiosité. On dit toujours que les gens qui parlent une ou deux langues veulent toujours apprendre d'autres. Donc c'était là est né mon intérêt et l'amour pour notre belle langue. Vous avez également étudié, si je ne m'abuse, plutôt en littérature anglo-saxonne et littérature anglaise à Chennai. Est-ce que vous êtes également intéressé à la culture et à la littérature francophone, française? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que au départ, je voulais être professeur d'anglais en France.
Et pour le faire, on étudie à la Sorbonne. Après, plus tard, j'ai étudié aussi la littérature anglaise et américaine à l'université à la Sorbonne, à Paris, mais dans le but de ouvrir les perspectives sur le monde des petits Français dans le lycée et le collège. Parce que je trouve que c'est important et c'est ça qui est intéressant dans la francophonie, c'est que la francophonie, pour moi, c'est déjà une ouverture au monde. Donc c'est dans ce but-là que j'ai spécialisé dans la littérature anglaise, qui m'a enrichi. Mais plus tard, évidemment, comme tout bon français, j'ai pris mes classiques, que ce soit Rouge et Noir ou La Peste et les autres grandes œuvres, sans parler des œuvres encore plus anciennes, qu'on apprend parce que ça fait partie de notre, pas seulement de la culture, aussi de patrimoine francophone. Voilà. Mais cette démarche d'avoir voulu devenir français, un petit peu tardivement, j'allais dire, je pense dans la vingtaine, début de la vingtaine, c'est quand même pas banal. C'est de venir adopter une autre nationalité et adopter par conséquent sa culture, entre guillemets, l'embrasser. Vous aviez un véritable amour, une véritable passion pour le français? Je dirais que oui, vous avez bien résumé les choses. Je crois que la France, c'est mon premier amour, je pense. Et ma femme, qui est française de naissance en France, d'une vieille famille protestante, me dit souvent dit à nos amis que je suis plus français qu'elle. Donc, oui, comme tous les convertis, vous savez, on a un peu trop la volonté d'exprimer les raisons de notre conversion. Mais je dirais pas, en fait, tout à l'heure je disais une petite blague en disant conversion, mais en fait c'est plutôt, on épouse une culture, mais aussi un idéal de ce que c'est la vie en communauté, la vie en partage, et surtout une vision du monde qui est différente. Comment on perçoit quelqu'un qui est à Bamako comme étant un cousin ou un frère parce que nous avons une langue en partage, comment nous voyons nos amis des poètes haïtiens comme étant des éclaireurs de la beauté de la langue française à travers leur poésie, leur approche, leur utilisation des syllabes de la langue française pour évoquer la beauté du monde. Et donc on a beaucoup plus de choses en partage parfois avec des gens qui sont au-delà des océans qu'avec parfois avec nos voisins, avec qui on est en dispute parce que l'arbre du voisin un peu empiète sur votre terrain, etc. Et c'est ça la beauté, je trouve. Alors, je le disais, pour revenir sur vos études, votre parcours universitaire, diplôme d'un bachelor en littérature anglaise à l'université Loyola, et également ensuite un master en civilisation américaine. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce moment-là également au Canada? Est-ce que ça faisait partie de votre sujet d'études? Je me suis intéressé beaucoup à la période qui est proche à la politique canadienne, c'est-à-dire à la période de New Deal. Okay. Dont on parle beaucoup aujourd'hui après le post-Covid parce qu'on parle de la croissance verte et le New Green Deal, on parle de ça parce que c'était des années de Roosevelt qui était une approche de comment l'État doit aussi faire fonctionner de régulateur pour associer le plus grand bonheur de tous les citoyens. Après la crise de 29. Après la crise de 29, etc. Et ça, c'est l'essence même de la construction canadienne, de comment que la santé, les biens publics doivent être aussi assurés par un minimum de régulation, un minimum d'intervention de l'État. Donc, je ne dirais pas une vérité en disant que je me suis intéressé au Canada quand j'avais 22 ans. Non, l'intérêt pour le Canada est venu bien plus tard. Après que je sois passé par d'autres continents, je veux dire. Mais, in fine, ce que j'ai appris pendant ces années-là me sert encore aujourd'hui pour décortiquer la politique publique canadienne. Alors, vous le disiez, vous avez voyagé de par le monde, vous êtes passé par la Côte d'Ivoire, on en parlait un tout petit peu hors antenne tout à l'heure. Je crois que vous avez fait votre service militaire là-bas. Oui, en tant que professeur d'anglais dans le lycée français. En coopération. Voilà, en coopération, au lycée français d'Abidjan. Mais pour tout vous dire, c'est l'Afrique qui m'a orienté vers la diplomatie. Alors, quel souvenir justement avez-vous de ces expériences-là, de ces voyages et de ces rencontres que vous avez pu faire à ce moment-là? Écoutez, pour moi, c'était une découverte énorme
on n'imagine pas un jeune qui vient d'un autre monde qui s'appelle l'Inde, parce que c'est quasiment un sous-continent avec Babel des langues, etc. Vous arrivez à Paris, en Europe, vous découvrez l'Europe avec toute sa richesse, et après vous vous plongez dans l'Afrique occidentale, et là on découvre d'autres valeurs qui sont la valeur de la communauté, le respect de l'aîné, le respect de la parole, le respect de partage et toutes ces beautés qui sont parfois ignorées par des gens qui pensent, qui ont une idée préconçue de l'Afrique. Et pour moi, c'était de dire, mais bon sang, mais si je rentre de Côte d'Ivoire et que je vais passer toute ma vie en France après, ça va être un appauvrissement. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, l'Afrique a aussi ses défis. Et je me suis dit, mais j'aimerais aussi, de par mes rencontres avec différentes personnes partout dans cette région, comment je peux mieux servir la politique européenne de coopération, politique française de développement, etc. Donc, c'est de là est né. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, en RDC, au Burkina, Madagascar, je suis parti en Afrique du Sud. Ah oui, pas que des pays francophones. Pas que finalement. des pays francophones, mais majoritairement des pays francophones. J'étais au Kenya, mais après, en Haïti, par exemple. En tant que professeur, là, vous étiez enseignant? Non, mais en tant que diplomate, j'ai été appelé à effectuer des missions sur place. Et chaque fois, je ramenais quelque chose de positif de ces expériences. Et chaque fois, je rencontrais des personnes, des personnalités locales, des artistes, des scientifiques, des professeurs, etc. Et je rapportais pas seulement des souvenirs pour mes enfants, mais aussi des choses qui m'ont beaucoup aidé à élargir la perception du monde. In fine, je pense, pour revenir à notre sujet de la francophonie, c'est que la littérature francophone, la musique francophone, etc., ça permet à l'autre, l'auditeur ou le lecteur, de dire, mais tiens, quand on dit j'aime ce plat ou j'aime ou j'ai été élevé de telle façon par ma grand-mère, on le dit de mille façons différentes dans une seule langue. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est que c'est la culture de la personne, c'est la structure sociale de cette personne, c'est l'habitude culinaire de cette personne qui fait que on enrichit notre propre vocabulaire, on enrichit notre propre vision du monde. Et la langue française ou n'importe quelle langue d'ailleurs façonne en quelque sorte notre mode de pensée. Il y a des mots, des expressions qui sont inexistantes dans d'autres langues. Ça dit beaucoup sur notre mode de pensée. Ce qui m'a intéressé dans ce que vous venez de dire, Monsieur le Consul, c'est évidemment l'enrichissement incroyable que constituent les voyages du point de vue humain et du point de vue de rayonnement intellectuel et d'ouverture. Et je pense que c'est une des premières leçons peut-être qu'on peut tirer de cette entrevue, on ne le dira jamais assez. Moi, ce qui m'intéresse aussi de vous poser comme question, c'est ces années d'éducation nationale. Vous étiez enseignant une dizaine d'années. Oui. Quelle était la matière que vous enseigniez? Et puis, quelles ont été aussi les observations et peut-être les expériences dont vous vous souvenez le plus? Alors, j'ai fait 2 ans comme professeur de langue anglaise en Afrique. Et puis, comme à l'époque, il faut savoir que je parlais pas très bien le français. Je parlais pas... et ma langue forte, que je veux dire, c'était plutôt l'anglais. Donc, très vite, j'ai passé le concours de CAPES d'anglais et que j'ai eu, deuxième tentative. Donc, ça veut dire qu'on ne réussit pas tout d'un premier coup et qu'au contraire, on apprend de nos échecs. Et c'est très important. Et chaque fois, quand j'interviens devant les étudiants dans les universités ici, je leur dis toujours la même chose. Je leur dis en mauvais français, c'est-à-dire « Failure is the route to success ». Donc, vous avez compris, l'échec est une véritable voie vers le succès, vers la réussite. Et donc, j'ai enseigné pendant 8 ans par la suite dans une école de la banlieue parisienne, dans l'Essonne, une école avec ses propres défis parce qu'on accueillait beaucoup des élèves de quartiers défavorisés, donc on appelle ça les écoles en zone d'éducation prioritaire, en collège, donc les années difficiles, donc j'avais des classes, des élèves qui étaient très perturbés, des élèves qui ne connaissaient pas encore le but de l'école. Alors c'était un défi
pour la communauté éducative, parce qu'on est aujourd'hui, Choc FM est logé dans l'enceinte de 2 établissements scolaires. Et je crois savoir que c'est aussi un défi ici, parfois, pour certains professeurs. Partout. Qu'est-ce que vous dites justement à la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui et qui parfois trouve qu'elle n'est pas intéressée par l'école, que l'école ne lui donne pas assez qu'elle ne s'y reconnaît pas, qu'elle ne s'y retrouve pas parce que la vie est plus intéressante que l'école. Qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse? Alors, je dirais à chaque élève qu'il y a une place pour toi dans ce monde déjà. Savoir que tu es attendu pour prendre cette place. Et il y a une place pour toi. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras quelqu'un pour être un acteur de la société. De quelle façon? C'est à toi de décider. Mais ce n'est pas la société de décider pour toi. Et si tu veux décider toi quelle sera ta place, ça passe par l'instruction. Pas forcément par le devoir à la maison, dans le GEBRE que le professeur a donné aujourd'hui, mais peut-être dans d'autres choses qui t'intéressent plus et dans lesquelles tu dois t'investir davantage. Mais tu dois prendre cette place et ce n'est pas la société de déterminer quelle place tu occuperas. J'étais certain qu'on allait avoir des enseignements riches et inspirants aujourd'hui dans cette émission. Nos francophones ont du talent avec le soutien du gouvernement de l'Ontario. Par la suite, vous avez rejoint le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, si je ne m'abuse, en 2005, en tant que conseiller des Affaires étrangères Cadre Orient. C'est un petit peu un retour aux sources, à vos racines, entre guillemets? Absolument. À l'époque, on ne pouvait rentrer à ce niveau, qui est le niveau plus élevé en tant que diplomate, par 2 voies, soit par l'École nationale d'administration, qui est aujourd'hui l'École nationale de service public, ou par le concours qui vous prépare pour être directement diplomate. Or, quand on rentrait à l'École nationale d'administration, on pouvait être appelé pour d'autres fonctions aussi. Il n'y a que 5 ou 6 personnes parmi la promotion qui sont destinées à la diplomatie. Or, ma vocation, je l'ai trouvée, c'était d'être diplomate, donc j'ai choisi cette voie-là. Et par contre, je ne savais pas que j'allais être affecté sur une autre zone, qui n'était pas ma zone de confort, j'allais dire, parce que j'étais spécialisé dans le monde Asie-Pacifique. Et le Quai d'Orsay m'a posé un défi en me mettant en charge de dossiers qui s'occupent des pays du Maghreb. Et donc, ça m'a encore appris à être ouvert à d'autres questions économiques, géopolitiques dans notre coin du monde. Et je fais des petits allers-retours, mais vous avez dit tout à l'heure, pour la jeunesse, dans 10 ans, dans 15 ans, vous trouverez vous aussi votre place. En ce qui vous concerne, Monsieur Alexis, est-ce que vous aviez comme rêve d'enfant cette diplomatie? Est-ce que dès le départ, vous saviez que vous étiez destiné à voyager, à promouvoir... Non, pas du tout. Non, ça serait totalement présomptueux de ma part de dire que non, rien ne me prédestinait à être le représentant du gouvernement français ici au Canada. Ça veut dire aussi que si tu as des rêves, personne ne doit te dire que tu ne peux pas l'accomplir. C'est juste ça. J'aime ça. Alors vous êtes donc au Maghreb, vous travaillez avec différents pays, j'imagine, Maroc. Quelles sont les grandes rencontres qui vous restent, les grands moments dont vous êtes le plus fier ou les grands souvenirs que vous avez de cette période-là de votre vie? Alors, un diplomate ne doit jamais être fier de ses accomplissements parce que la plupart des accomplissements doivent rester derrière les rideaux. Ouais. Pour autant, vous savez, il y a un projet dont on parle aujourd'hui ici en Ontario et Québec, c'est le projet TGV. Et le projet TGV était venu sur la table. Aujourd'hui, il y a un TGV qui circule au Maroc. Nos auditeurs qui nous écoutent, je sais qu'il y a des auditeurs de Choc FM, y compris dans la région Maghreb, je le sais parce que je suis bien renseigné. Et ben ils savent qu'il y a un TGV ici. TGV à grande vitesse, donc voilà. Invention française effectivement. Invention française par l'entreprise Alstom, ouais, qui est installée aussi en Ontario, à Kingston, à Thunder Bay, et ici à Toronto. Exact. Et ben ce projet TGV est né, a germé pendant que, je dis pas que c'est moi qui l'ai créé, non pas du tout, pendant que je m'occupais des dossiers Maroc. Et
Et aujourd'hui, sans le cacher, je rêve d'un TGV qui partirait de Windsor jusqu'à la ville de Québec. Et vous n'êtes pas le seul, on l'attend impatiemment ce TGV-là, même pour relier Toronto à Montréal. On en parle régulièrement, mais je crois qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire et c'est vrai qu'on prend beaucoup de temps avec les transports actuels. Mais c'est une autre question. Alors, les expériences, vous ne pouvez pas tout dévoiler, mais est-ce que vous avez fait des rencontres? Et puis là, je vais parler peut-être davantage dans le domaine culturel. On le sait, les diplomates rencontrent beaucoup de monde. Et il y a des personnalités qui marquent plus que d'autres dans une carrière. Est-ce que vous avez, comme ça, dans la tête, un artiste, un chanteur, un auteur que vous auriez rencontré, qui vous aurait particulièrement ébloui? Plein. Je pense à la grande dame qui travaille pour la sauvegarde des grands singes, par exemple, dont le nom, c'est pas Diane Fossé, évidemment, le nom m'échappe, qui est toujours impliqué dans ce sujet. Je pense à l'avocat George Bizos, l'avocat de Nelson Mandela, par exemple, qui n'est plus là malheureusement, que j'ai rencontré au 100e anniversaire de naissance de Nelson Mandela à Johannesburg en 2018. Je pense à des prisonniers politiques qui étaient des co-détenus de Nelson Mandela, par exemple. Et tous ces gens-là qui ont souffert pour que leur pays devienne libre et un pays démocratique. Donc oui. Une rencontre très forte, j'imagine. Pour retourner cette page africaine, pour terminer, on parle parfois, surtout en ce moment, et peut-être plutôt du point de vue stratégique et militaire, mais on parle aussi culturellement et du point de vue de la langue, du recul du français en Afrique, sur le continent africain. Quel est votre regard sur cette question ? Alors, je n'adhère pas du tout à cette vision de recul de la langue française. Je pense que vous avez bien raison de souligner ce bruit de fond qui arrive, parce qu'en fait, ce qui se passe en Afrique, c'est très inquiétant par la pénétration russe. Ouais. La des désinformation. Gens, voilà. Et qui ne prennent aucun gant avec la société civile, qui sont derrière des meurtres de civils, les attaques contre des tribus, etc., qui sont condamnables. En Afrique, vous savez, la francophonie, elle est le plus forte en Afrique. Aujourd'hui, si on prend les chiffres de développement de francophonie, depuis 2018, nous avons plus de 25 millions de nouveaux locuteurs de la langue française. Et ce sont majoritairement en Afrique, oui. C'est en Inde, c'est en Mexique, etc. Et donc, je pense que nos amis, nos cousins africains savent depuis toujours que il y a eu une période où il y a un autre pays dont je ne citerai pas le nom, était le pays de référence pour la nouvelle coopération de construction des infrastructures. Et nos partenaires africains ont compris que derrière ça, il y avait la dette. Et ils se sont vite désenchantés. Et puis maintenant, le président Macron a fait une nouvelle visite en Afrique, dont le succès est encore retentissant. Et donc, on sait que nos liens avec l'Afrique resteront toujours. Alors, ce sont des liens qui peuvent prendre de nouvelles formes, pas le passé colonialiste ou l'époque France-Afrique. Ouais. Aujourd'hui, nous regardons nos partenaires africains comme de manière égale à égale. Ça, c'est une nouvelle vision. Et aussi avec des leçons aussi à emporter chez nous, parfois d'expériences de coexistence, de l'esprit d'accueil, et aussi la joie et la bonne humeur. Ce que nous manquons parfois en France. Vous avez prononcé à plusieurs reprises ce mot de cousin français ou francophone, et j'aime bien cette vision-là de la francophonie, parce qu'on dit parfois que on est une grande famille finalement. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, à commencer par la langue et par une vision du monde, je pense. Ici, à Toronto, on est probablement la ville la plus multiculturelle du monde. Absolument. Et le français y est présent, malgré tout à une place un petit peu plus basse que l'on souhaiterait, 17e ou 18e langue la plus parlée de la ville, mais malgré tout la francophonie est très cosmopolite ici. Alors
lorsque vous êtes arrivé, puis je sais qu'on n'est pas exactement chronologique, là on reviendra peut-être un petit peu en arrière après, mais lorsque vous êtes arrivé, vous avez été surpris, vous connaissiez le dynamisme de la communauté francophone ici en Ontario, plus particulièrement à Toronto? Je connaissais un peu, mais j'ai découvert davantage des actions, y compris dans le domaine de la santé, la condition féminine, etc., que je trouve ça extraordinaire. Et donc, je me suis employé à aider, à développer, à faire connaître l'existence de cette communauté et soutenir autant que je peux cette communauté. Et vous avez l'impression que cette communauté multiculturelle qui coexiste de manière assez apaisée, finalement, pourrait constituer une sorte de modèle pour la francophonie internationale, peut-être? Je suis pas. Là, c'est une question difficile parce que nous avons déjà cette unité familiale au sein de l'OIF. Et d'ailleurs, si je peux ouvrir une parenthèse, l'année dernière, ici même devant ce bâtiment où se trouve Choc FM, nous avons fait le lever de drapeau de l'OIF pour la première fois dans l'histoire de Toronto. Voilà, vous étiez là, vous avez bien couvert l'événement. Et cette année, on le refera, mais avec notre établissement, le TFS. Pourquoi? Parce que la mosaïque, la belle mosaïque torontoise, elle est toujours en train de s'imbriquer parce qu'avec l'arrivée de 200 000 personnes par an, etc. Et on est unité on est réunis par l'unité de l'espace et du temps. Or, notre famille, elle n'a pas une unité de lieu. Elle a la beauté d'exister sur tous les continents, sur tous les océans. Donc, on a d'autres choses en commun, c'est-à-dire comment nous combattons les méfaits du changement climatique, comment nous combattons sur le déficit de politique publique en termes de santé ou de salubrité, etc. Et ce sont nos nouveaux défis. Et comment nous pouvons aussi faire inculquer une forme d'entrepreneuriat positive, dynamique, etc. Parce que ce n'est pas que de l'assistanat en partage, c'est aussi de dire, mais nos cerveaux, qui sont aussi performants que les cerveaux de notre zone, la zone francophone, les richesses, doit aussi progresser vers des nouveaux défis. Donc, c'est ça la différence. Mais sinon, oui, coexistence, la valeur en partage que nous avons en Toronto existe avec nos différentes communautés. Mais une question me vient pendant que vous parliez, Monsieur le Consul, vous disiez qu'effectivement, et vous soulignez à juste titre, que la francophonie est en croissance au niveau international, probablement quatrième, troisième langue la plus parlée au monde d'ici quelques années, quelques décennies, et certains disent encore plus, grâce à la poussée démographique en particulier du continent africain, on en a parlé. Vous parliez de l'OIF et de sa sphère d'influence sur des questions très contemporaines et très importantes pour l'ensemble de l'humanité, évidemment, celle de l'écologie notamment. Vous avez le sentiment que le rôle de la francophonie, d'organismes comme l'OIF, pourrait être développé pour ces questions-là? On dit souvent qu'on est à la fois dans un monde mondialisé, une économie très mondialisée, et qu'en même temps, il est très difficile de mettre en place des politiques transversales entre les États. Est-ce qu'un organisme comme l'OIF a vocation à ça? Oui, tout à fait. Et vous savez, ce n'est pas nouveau ce que j'ai dit, parce que quand on est en 2015, comme tout le monde sait, nous avons eu l'accord de Paris. Pour arriver à l'accord de Paris, en amont de phase, parce que le COP 20 était à Lima, où c'était décidé que pour arriver à Paris, il faut que les pays arrivent à s'accorder sur un certain nombre de points. Or, la difficulté que nous avions rencontrée, c'était que vous avez des pays, je ne dis pas que des petits pays, vous avez des pays francophones qui n'avaient pas la maîtrise de la technique de négociation sur les accords complexes tels que la COP. Et faire comprendre qu'est-ce que c'est la contribution nationale au niveau de lutte contre le réchauffement, etc. Parce que c'était des termes extrêmement techniques. Et aussi participer de manière effective dans la négociation sans perdre l'intérêt ou les priorités. Ouais. Donc nous avons mis en place, avec l'aide de l'Agence française de développement, je me souviens, et l'OIF, si je m'abuse,
des ateliers de formation dans la technique de négociation dans les COP pour des pays francophones. Donc, c'est déjà quelque chose qui a existé, qui continue à exister. Et puis, on a d'autres sujets importants sur lesquels j'aimerais que les pays francophones, alors est-ce que c'est sous le coupole de l'UIF ou autre, doivent réfléchir, à savoir les nouveaux droits. On est passé en 48 Déclaration universelle des droits de l'homme en disant ok, chacun doit avoir un toit, doit avoir le droit à l'éducation, doit avoir 3 repas par jour. Mais ça, au XXIe siècle, ce ne sont plus les nouveaux droits, les droits de l'homme. Pour moi, le nouveau droit, c'est qui détient tout le data que je crée, les données, pardon, que je crée. Comment se fait-il que je suis happé par autant de fake news? Et comment je suis armé pour contrer ça? Parce que ce sont le data et les informations, ce sont des choses qui, in fine, vont venir affaiblir la démocratie. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu au sud de la frontière, ici même, hein, en janvier, voilà, des dangers. Donc, ce sont des sujets sur lesquels je crois que la famille francophone peuvent travailler de manière légitime. Je reviens, Monsieur le Consul, à la chronologie de votre parcours professionnel. Vous rentrez à Paris en 2015 et vous êtes inspecteur des affaires étrangères jusqu'en 2017. Et puis ensuite, vous êtes nommé conseiller diplomatique du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. On parlait d'écologie il y a un instant. J'imagine que cette question-là continue d'être très importante à votre cœur. Oui, absolument. Je suis très attaché et je vais vous dire quelque chose. Avant 2013, je n'étais pas très sensible à ce point-là sur les négociations internationales, sur l'importance de la biodiversité, sur l'importance par exemple, la question de déforestation et de question de la désertification. Ce sont des choses dont je ne connaissais pas vraiment dans les détails très fins. Vous n'êtes pas le seul. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai appris ça quand la France avait pris la présidence de la COP, etc. Et donc, j'ai voulu continuer. Et vous savez, entre 2012 et 2015, j'étais au Maroc. Et après la présidence française de la COP 21, c'était la présidence marocaine de la COP 22 à Marrakech. Donc, je me suis beaucoup occupé à faire la transition entre les deux présidences pour créer en sorte que le Maroc pouvait aussi, qui avait déjà ses compétences, parce que le Maroc avait déjà organisé une COP, je crois que c'était la COP 7 en amont, mais pour que les deux équipes, les équipes sortantes et l'équipe montante, puissent se coordonner. Et comme vous avez une présidence d'un pays qui avait une démarche volonté africaine, donc les sujets comme la désertification ont pris de l'ampleur. Donc je reste toujours accroché à ces questions. Je suis toujours très attentif à des questions écologiques ici au Canada. Je regarde de manière très attentive la politique publique en Ontario, Manitoba, etc., avec les différents défis. Hein. Et donc, je reste, et voilà, le Canada a abrité la COP 15 de la biodiversité, c'est une belle réussite. On vient de signer un autre accord sur la protection des espaces maritimes. Donc, une fois que vous avez trempé votre petit doigt dans l'écologie, vous n'en sortez jamais. On n'est pas là pour faire de la politique, bien évidemment, mais beaucoup de scientifiques aujourd'hui, la plupart peut-être, nous disent que la Terre brûle, qu'on devrait focaliser l'ensemble de nos ressources et toute notre attention, tous nos efforts à essayer de réduire notre empreinte écologique et le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez au niveau des États, au niveau international? Est-ce qu'on devrait s'arrêter et regarder ce problème, prendre ce problème à bras-le-corps parce que c'est le principal problème de notre temps? Alors, c'est déjà une question qui dépasse les États. Parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de décisions qui s'appartiennent au niveau individuel et au niveau des sociétés civiles, des associations et des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscience partagée partout
sauf dans ce qu'on appelle en mauvais français the climate deniers, etc. Et ça existera toujours. Il y a toujours des gens qui pensent que la Terre elle est plate et que vous n'en ferez rien du tout. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, dans chaque conseil d'administration de chaque grande entreprise, il y a la question de est-ce que vous remplissez vos critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça c'est même dans les compagnies pétrolières, ils sont dans la diversification, ils sont dans l'après-pétrole. Une fois cela dit, c'est une question de vitesse de la transition. Vous avez raison. Est-ce qu'on va assez vite? Jamais assez. Mais est-ce qu'on a mis les ressources, assez de ressources pour aller vers où? Non, jamais assez de ressources. Ce n'est qu'en allant progressivement, sans prendre la posture de donneur de leçons, parce que c'est facile dans notre aujourd'hui de monde de prendre, de se rébeller et dire il faut tout casser. C'est facile de se coller le visage contre un tableau d'un peintre dans un musée ou faire quelque chose que d'être un réel acteur de la transition. Et tout l'enjeu est là. Alors, si on évolue encore un petit peu plus dans le temps, cher Tudor Alexis, vous avez exercé des fonctions de chargé de mission à la direction des Français de l'étranger et l'administration consulaire. Et puis vous êtes arrivé au consulat de Toronto, on se rapproche, nommé le 21 août 2019. Et on s'approche donc déjà de la fin de votre mandat, si je ne m'abuse. On va peut-être pouvoir en quelque sorte tirer quelques enseignements de ce mandat et peut-être que vous allez pouvoir nous revenir sur... Je sais que vous n'avez pas parlé de vos accomplissements, ni de ceux de votre équipe, entre guillemets, mais parlez-moi de cette expérience en 2 mots, de votre découverte de Toronto, de la francophonie locale. On l'a abordé déjà un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a le plus séduit? Quels sont, en 3 mots, les grands moments qui vous ont marqué ces dernières années? Alors, ce qui me séduit dans la vie, ce sont les défis. Et quand vous arrivez en tant que consul général de France dans le Canada anglophone, vous avez déjà pris le pari de prendre un défi. C'est beaucoup plus confortable, mais je ne veux pas dire que le travail est plus simple quand on est à Montréal ou au Québec, mais c'est un défi parce que vous faites face déjà à la personne quand vous dites que vous êtes français, elle dit vous êtes French du Québec ou French de France. Systématiquement. Donc c'est déjà un défi de savoir comment dialoguer avec des personnes qui vous connaissent peu ou pas, ou qui ne veulent pas nous connaître, parce que ici c'est quand même le temple de l'anglophilie. C'est aujourd'hui, hier vous avez vu, je lis le Globe and Mail tous les jours, on débatte encore pour dire que le titre des enfants de Harry et de Meghan, ils ont accolé le titre de princesse et de prince. C'est bien, mais moi j'aurais aimé à la plage, à cette page, figurer un article sur le bilan de la venue de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc, c'est de dire comment, en tant que consul général de France, avec le visage que j'ai, avec le parcours que j'ai, avec mon anglophonie derrière qui peut être tenue contre moi, avec mon nouvel habit de consul général, je vais me dépatouiller en prêchant la bonne parole à des anglophones, ceux qui ne connaissent pas, en parlant leur langue, sans pour passer pour quelqu'un qui ne défend pas la francophonie. Alors, en 2 mots, vous avez évoqué votre physique. On a aussi en vidéo ici sur notre page YouTube. Est-ce que cette anglophilie de vos origines et également le fait que vous n'étiez pas français de naissance, mais bien, donc on en a parlé tout à l'heure, par démarche, par choix, est-ce que vous avez le sentiment que tout cela vous a plutôt ouvert des portes, vous a plutôt facilité Absolument. Ouais. Pas du tout Je suis le plus normand des Torontoniens, voilà. À l'image de la francophonie plurielle. Eh ben voilà. J'incarne, ma femme, il se trouve qu'elle est blonde, moi je suis d'origine indienne et que je passe complètement inaperçu à Toronto.
Donc, c'est parfait pour moi aussi pour dire, écoutez, Toronto est inclusif, mais la famille francophone aussi est inclusive. Toronto est multiculturel, mais la famille francophone est aussi multiculturelle. Donc, en fait, rien ne nous oppose. Tous unis. Et si on revient en France une minute, la France est aussi très multiculturelle et puis il Oui. y a cette vocation d'accueil depuis longtemps inscrite dans son ADN, entre guillemets, Oui. et on trouve en France aussi une grande pluralité, en tout cas dans certaines grandes villes, de visages et d'origines Absolument. et de culture. Mais est-ce que vous avez le sentiment peut-être qu'il y aurait quelques... J'aime pas le terme de leçon là, mais en tout cas, c'est cette pluralité réussie, ce melting pot réussi, si vous me pardonnez l'anglicisme ici à Toronto, pourrait être quelque chose qui pourrait être davantage observé du côté français pour essayer de mieux vivre ensemble? Je crois que la France regarde déjà ce que le Canada fait de mieux dans le système d'intégration dans certains domaines, mais nous n'avons pas les mêmes modèles. Nous n'avons pas le concept d'avoir... Nous sommes un pays, la France, de tradition migratoire, mais nous ne sommes pas bâtis que sur l'immigration. Nous sommes un pays où nous n'avons pas... nous avons une langue officielle. C'est vrai. Donc, on a nos différences, mais dire leçon, c'est pas un gros mot, hein. Je veux dire, on a des leçons à prendre, des exemples, des expériences réussies. Et je pense qu'on est tous construits grâce aux expériences et aux réussites des autres. Donc, oui, pour le partage, moi-même, il m'arrive d'écrire parfois à mes interlocuteurs au ministère pour mettre en lumière telle ou telle bonne pratique qui est bonne à prendre. Alors, comment se fait-il qu'en France, dans les médias, une partie des médias en tout cas, l'immigration soit davantage dépeinte comme un problème, alors qu'ici, au Canada, l'immigration est considérée presque toujours comme une force? Alors, je dois apporter un grand miroir et le poser devant Guillaume. Ils disent, mais vous posez une question sur les médias, répondez-moi. Mais ça, c'est blague à part. Je pense que c'est aussi une question de courage. Je pense que c'est aussi de la part de nos amis journalistes de dire, sans donner de leçons, hein, je veux dire, et de dire que la façon dont vous décrivez la banlieue ou l'intégration, etc., a le mérite d'être nuancée. Et vous savez, la majorité, elle est toujours silencieuse. Et il suffit de pousser la porte dans le dimanche au service d'urgence d'un hôpital en France pour se rendre compte que combien de médecins, combien d'infirmières viennent étudier en France, s'épanouir en France. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu de la faute de certains politiques en France de dépeindre l'immigration sous un jour en tant que noir? diplomate, je ne commenterai pas les faits et gestes des politiques, mais très vite, vous savez, en tant que Français, ce qui nous unit aussi, c'est le débat. Il faut bien se dire. Et tout débat est bon quand il y a des polémiques. Donc, est-ce qu'on a eu un dîner familial sans qu'il y ait eu une engueulade ou une différence de point de vue? Donc, ce qu'on doit voir aujourd'hui, c'est qu'en France, on est dans un pays stable, dans un pays avec la pluralité journalistique. Donc, vous aurez des opinions diverses, vous aurez des courants de pensée divers, ça a toujours existé. Mais in fine, quand vous regardez la situation globale, la France va bien mieux que d'autres pays. Nous n'avons pas retenu des parents séparés des enfants et les parents aux frontières comme dans d'autres pays. Nous n'avons pas voté pour sortir de l'Union européenne. Nous ne sommes pas élus un président qui dit que les Ukrainiens, il ne faut pas les supporter, etc., comme beaucoup d'autres pays, etc. Donc on a une situation d'emploi qui est bien meilleure. L'investissement des grands groupes étrangers, on est les premières destinations. On a toujours autant de touristes. Donc c'est normal qu'en tant que francophone, on aime bien aussi regarder ce qui ne va pas en France.
et c'est tout à fait normal et c'est louable, parce qu'il faut être prêt à se prêter à ce jeu d'examen. Mais à la fin de la journée, on est bien content d'avoir la situation que nous avons en France. Alors, on va avancer un tout petit peu sur votre mandat de consul qui coïncide malheureusement pour vous avec la pandémie. J'imagine que cette gestion-là a laissé aussi quelques traces. Ça vous a causé du souci nécessairement. Comment s'est passée cette période-là pour vous, Domon? C'était très compliqué pour tous. Mais je dois dire que c'était plus compliqué pour mes collègues qui étaient ailleurs dans le monde où il n'y avait plus de liaison aérienne. Nous avions la chance d'avoir Air France qui a opéré des vols jusqu'au dernier Français qui souhaitait retourner en France. La plus grande difficulté pour moi pendant le Covid, c'était de regarder droit dans les yeux à un jeune qui vient d'avoir son permis de travail, son PVT, et qui a investi tant d'argent pour venir s'installer, etc. Et au bout de 3 mois, on lui dit, en fait, il n'y aura pas de restaurant qui va être ouvert, donc toi tu es venu pour travailler dans la restauration, il va falloir que tu rentres. Ouais. Et ça, c'est très dur. C'était très dur pour mes équipes d'entendre des histoires individuelles, et moi, ce dont j'avais peur, c'était que l'équipe, à force d'entendre ces histoires et prêter secours à ces personnes, l'équipe ne puisse pas encaisser le choc, parce qu'il faut savoir qu'avant, nous avons un standardiste, et on est devenu qu'un standardiste, en fait. On répondait tous au téléphone. Donc, on n'avait pas la formation de dire... Et il n'y avait pas de cellules d'écoute psychologique derrière des personnes quand ils avaient fini leur tour de standard. Donc, c'était très long. Deuxième chose, c'était la longueur de la pandémie. Personne ne savait quand ça allait finir. Donc, le consigne que j'avais donné, qu'on donne toujours quand on monte des équipes de crise, c'est de dire ne vous dépensez pas toute votre énergie dès le premier jour ou le deuxième jour. Assumez le fait que vous serez appelé même dans 10 jours. Sauf que ça n'était pas été 10 jours, c'était 2 ans. Et puis, ne pas perdre le travail que nous avons réalisé avant, ne pas le laisser s'effriter. Donc, grâce à un certain niveau d'ingéniosité, nous avons continué à travailler avec nos interlocuteurs, que ce soit les décideurs politiques, les acteurs économiques, etc. Et nous avons construit des instruments pour donner une petite aide à nos entreprises. La fameuse plateforme Francizone que nous avons France et Ontario, on l'a créée pour ça. On a quand même lancé la belle communauté French Tech en mai 2020 pendant la pandémie et qui a bien cru pendant tout ce temps. Nous avons aussi connu des investissements énormes dans différents secteurs. Par exemple, ça n'a pas empêché à Sanofi d'investir quasiment 1 milliard ici. Nous avons eu beaucoup de boîtes qui ont même accru leur présence géographique en Ontario pendant ce temps. Donc, il y avait cette problématique de dire comment faire en sorte que l'équipe puisse retourner au travail. Parce que nous n'avions pas été empêchés de venir travailler, parce que nous étions aussi un service essentiel. Le plus dur pour moi, c'était de ne pas pouvoir rendre à Ottawa, voir mes compatriotes, rendre à Sudbury et surtout à Winnipeg. Il y avait une obligation de faire 14 jours de quarantaine, donc je ne pouvais pas y aller. Donc malgré tous ces handicaps, nous avons fait des choses. Nous avons aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première Bastille Day que nous avons fait au profit des éboueurs de Toronto, 1100 éboueurs, nous avons fait ça. Deuxième Bastille Day, nous avons fait de manière en présentiel, mais chacun dans sa voiture, avec 550 personnes à Ontario Place, c'était magnifique. Et puis après, on se dit, mais comment on se retrouve tous en physique? Donc, parce qu'on a perdu l'habitude. C'est la grande question qu'on s'est beaucoup posée voilà. Ces derniers temps. Voilà. Vous arrivez déjà bientôt à la fin de votre mandat, je crois, donc, et un successeur va prendre la suite du consulat, je pense, à la prochaine rentrée. D'ici là, il y aura encore un autre Bastille Day avec le consulat. On n'a pas parlé exactement des missions et de ce que vous faites au quotidien, évidemment, au consulat, mais vous servez avant tout, bien entendu, les Français ici. Et je crois que vous avez une circonscription qui fait l'Ontario et le Manitoba. Absolument. Quelques détails si on veut prendre contact avec vous, si on a besoin de services, comment on peut rejoindre? D'abord, je veux absolument rendre hommage à l'équipe
formidable du consulat parce que nous savons que sans une équipe qui est bien entourée et bien armée pour faire face à toutes les urgences, parce qu'un consulat ne gère pas que de quotidien, etc., on ne peut pas réussir. Alors donc, je suis très fier de mon équipe et aussi de qualité du service que nous donnons. Si vous allez sur les avis Google, souvent les gens qui sont mécontents mettent les avis, mais on a aussi des gens qui sont contents. Donc, nous, on ne cherche pas non plus à avoir, on n'est pas non plus un établissement hôtelier, on ne cherche pas non plus les 5 étoiles de chez TripAdvisor, ceci dit. Les services que nous offrons sont variés, c'est-à-dire qu'au-delà de la simple question de renouveler vos papiers d'identité et avoir votre état civil quand vous avez naissance, divorce, décès, etc., mis dans votre état civil, nous donnons aussi un accompagnement à ceux qui sont dans le besoin. Par exemple, si votre enfant est scolarisé dans le lycée français, etc., vous avez droit à bourse. Si vous êtes dans le besoin au niveau des aides, allocations, etc., nous allons aussi donner ça. Et c'est très simple parce que nous avons une adresse email très générique et nous répondons sous 48 heures. Et c'est l'engagement qui a été pris, qui est respecté depuis mon arrivée. Et le consulat se trouve sur la rue Bloor, évidemment, en plein centre de Toronto. Monsieur le consul, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je pense que vous ne pouvez pas dévoiler quelles seront vos prochaines attributions, mais est-ce que vous avez des projets à l'avenir pour les mois qui vous restent ici à Toronto et puis un petit peu au-delà? Est-ce qu'on va vous retrouver en diplomatie? Alors, pour les prochains mois, j'ai encore des pistes sur lesquelles je travaille déjà. Un projet sur réunir les alumni, ceux qui ont étudié dans les universités françaises, comment le réunir, etc. Donc ça, c'est un projet. Mon équipe sait que j'ai toujours des projets, etc. On a des projets de communication, mais on a des projets d'action. Donc là, c'est ça. C'est comment faire en sorte que... J'ai aussi un autre projet que je ne dévoilerai pas, c'est sur la reconnaissance de la patrimoine européen du Canada. C'est-à-dire comment le passé européen du Canada et de l'Ontario doit être valorisé. Vous avez vu mes actions pendant la présidence française de l'Union européenne l'année dernière. On a fait beaucoup de choses dans les provinces, à l'extérieur de Toronto. Nous sommes allés à Niagara, là on est allés tous, tous les consuls sont allés à Brampton, et donc faire connaître l'Europe à ceux qui existent en dehors de Toronto et pas rester dans le confort de Toronto. Donc j'ai un projet, je ne sais pas si ça va aboutir pour ça, donc voilà. Et puis aussi continuer sur la francophonie, parce que dans les 2 jours qui viennent, ce sera la semaine de la francophonie. Absolument. Donc je compte organiser quelque chose qui va réunir l'ensemble des acteurs importants de la francophonie. Donc ça c'est toujours mon cheval de bataille. Et s'agissant, je suis diplomate de carrière, donc évidemment ma maison c'est le Quai d'Orsay, donc je serai d'autres attributions. J'attends à ce que les différentes propositions que feront mes supérieurs à Paris pour ensuite choisir une destination où j'aurai autant de défis et autant d'amis dans la société civile pour m'aider à relever ces défis. Mais est-ce que vous avez une envie de l'Europe. Continent, de l'Europe, retour en Europe? Ouais. J'imagine que ça doit être quand même aussi quelque chose de très demandeur du point de vue humain, du point de vue individuel, que de retisser tous les 4 ans des relations personnelles avec des nouvelles communautés, de très rapidement comme ça trouver des appuis. Comment est-ce que ça se passe en quelque sorte? J'imagine qu'il n'y a pas de schéma parfait, mais comment ça s'est passé à Toronto en tout cas? À Toronto, c'était très bien passé. Ouais. Vous êtes accueillis, vous êtes attendus, et puis si vous savez vous prendre, vous avez les portes qui s'ouvrent. Et je dois rendre hommage à tous mes interlocuteurs, en commençant par la Première ministre qui m'a accueilli 3 mois après mon arrivée, ce qui ne s'est jamais fait. En entretien tête-à-tête, etc. Et c'était le cas aussi des présidents d'université, c'est le cas des grands présidents des institutions culturelles, etc. Donc j'étais très heureux d'avoir cela. Et ce n'est pas le cas ailleurs, partout.
Ce qui rend encore le départ difficile. Parce que partir, c'est mourir. C'est mourir un peu. Alors, quelle sera la chose que vous allez regretter le plus de Toronto? Oh, il y a tellement de choses, je vous enverrai toute une liste. Bon, on termine sur un petit portrait chinois pour mieux vous connaître en 2 mots. Est-ce que vous avez un mentor ou un modèle? Ça peut être une personnalité historique, une personnalité de fiction. Est-ce que vous avez un modèle qui vous gouverne, que vous avez dans le coin de la tête? Très humblement, mon père. Ah, ok. Un peintre que vous affectionnez particulièrement? Tellement. Juste un. Vous êtes un amateur d'art, je crois. Oui, Rembrandt. Rembrandt, l'école, la couleur. Couleur? Ouais, Jaune d'or. jaune d'or. Un auteur. Dumas. Beaucoup de francophones. Puisqu'on est une radio musicale, on va terminer avec un chanteur ou une chanteuse. Alors là, Mark Knopfler. Ah, petite exception. Alors, ok, on va préciser chanteur ou chanteuse francophone. Très dur. Ismaëlo. Ok, super. Et on termine, c'est la dernière question. Votre coup de cœur du moment musical? Juliette Armanet. Juliette Armanet, alors voilà, une bonne idée à écouter sur Choc FM, bien évidemment. Monsieur le consul, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans cette émission Nos francophones ont du talent. C'était la dernière de notre série de 40 émissions, une émission soutenue par le gouvernement de l'Ontario. C'était Tudor Alexis, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, à l'équipe de Choc FM. Merci.